Allô mes amis, allô Nathalie. Alors, Quelle joie de nous retrouver, quelle joie de retrouver Nathalie pour un nouvel épisode de Éléments différenciants. Aloha tout le monde, je vais faire une petite parenthèse pour rappeler ce que veut dire aloha. Aloha, c'est un terme hawaïen pour saluer. Ça ne veut pas dire bonjour. Aloha veut dire bienvenue, je t'accueille tel que tu es. Et j'ai choisi cette salutation non seulement pour cette signification, mais aussi parce que en 2020, j'ai commencé vraiment à utiliser les réseaux sociaux, donc à un petit peu discuter avec des personnes qui sont dans plusieurs fuseaux horaires. Et je me disais, quand je dis bonsoir, c'est bonjour pour lui, et c'était un petit peu confusionnant. Je sais pas, ça me stressait. Je sais pas pourquoi. J'étais vraiment sensible à ça, voilà, de me dire quand je fais un mail à une personne ou quand je fais un message sur LinkedIn, ben mon bonsoir devient bonjour. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc générique pour ne pas subir ça. Et je découvre le aloha. Et donc, non seulement cette signification, elle est juste géniale, mais il faut savoir que c'est une vraie philosophie de vie au niveau de Hawaï et que le aloha, donc cette philosophie de vie où l'autre est accueilli tel qu'il est, sans jugement, sans discrimination, c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans la constitution d'Hawaï. Et donc, lorsque je dis aloha, je suis simplement en train de dire à Nathalie qui est à mes côtés, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent tout de suite ou qui regarderont le replay. Peu importe qui tu es, peu importe là où tu en es, tu es bienvenue dans cet espace, dans l'élément différenciant, pour, j'espère, être inspiré par l'invité du jour et surtout, j'ai envie de dire, révolutionner ta pensée et voir autrement ta vie et tes difficultés. Et aujourd'hui, on a justement une femme, je lui disais tout à l'heure, pour moi, elle est la Tina Turner blanche, sans rentrer dans les discriminations, on va dire Tina Turner du Canada, parce qu'elle a une histoire juste incroyable, c'est une survivante. Enfin, j'ai pas les mots, et je suis admirative de sa résilience, je suis admirative surtout vous savez, le vrai problème avec les difficultés que nous traversons en tant qu'humains, c'est que quelquefois ça nous rend amers, ça nous ferme. Et quand je rencontre des femmes comme Nathalie, que les difficultés de la vie, au contraire, ont rendu encore, l'ont bonifié, voilà, l'ont rendu son âme encore plus belle, je suis émerveillée. Alors, je ne vais pas voilà, continuer plus longtemps. Je vais laisser Nathalie se présenter. Vous qui êtes là, vraiment, prenez le temps d'écouter, de recevoir de belles choses de sa part. Likez, commentez, partagez et bien évidemment, posez-lui toutes les questions en commentaire que vous souhaitez. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Alors voilà, maintenant, Nathalie, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? merci pour la belle invitation, Muriel. Merci pour cette belle intro également. Euh, je suis Nathalie Trottier, j'ai 55 ans. Je suis la maman de trois jeunes hommes dans la trentaine, également la mamou, ou si vous préférez la mamie de Miley, belle ado de 15 ans. Je suis conférencière, formatrice, experte, survivante experte de vécu en matière de violence conjugale, évidemment, également du contrôle coercitif et du suicide forcé. Donc, je suis également artiste peintre qui m'a aidé beaucoup à retrouver ma confiance en moi. Je dis toujours que l'art a été mon tuteur de résilience, en fait. Donc, oui, j'ai vécu de la violence conjugale pendant 25 ans, de 16 ans à 41 ans. Je suis allée à 8 reprises en maison d'hébergement et en 2012, ben, j'ai enfin réussi le 3 juin 2012 à me choisir. Pour moi, le 3 juin, c'est une date aussi importante que ma date de naissance. En fait, je l'appelle ma date de renaissance, le 3 juin que je souligne à chaque année parce que je trouve ça important. Donc, en gros, j'ai participé également à des recherches partenariales en tant qu'expert de vécu à l'Université de Montréal. J'ai donné des formations à plusieurs corps de police ici au Québec. Euh, j'ai été, an- euh, j'ai été sur un conseil d'administration d'une maison d'hébergement également pendant 4 ans, animatrice dans les entreprises pour sensibiliser et faire de la prévention
également. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc, comme tu peux voir. Je suis très active aussi dans les médias, que ce soit autant des entrevues à la radio, à la télé, exemple. Je suis très heureuse, très fière de dire que je suis allée à Tout le monde en parle. Euh, donc, que ce soit sur des podcasts, que ce soit comme aujourd'hui avec toi. Donc, je prends la parole et ce qui me donne la largesse de pouvoir prendre cette parole-là au nom de toutes celles qui peuvent pas ou qui peuvent plus parce qu'elles n'ont pas eu la même chance que moi, puis elles ont été assassinées. Bref, Mhm. malheureusement pour mes enfants, leur père s'est enlevé la vie. Donc, le, autant que c'est un drame, mais moi, ça me donne cette largesse-là de prendre la parole au nom de toutes les survivants. Ce que, en toute honnêteté, là, je ne ferais pas ça s'il était toujours en vie parce que j'aurais encore la boule au ventre, j'aurais encore très Mhm. peur. Donc, voilà. Fait que je me donne. C'est ma façon de transcender tout ce négatif-là en positif, en redonnant au suivant, puis en apportant mon message d'espoir puis de résilience, en fait, aux Mhm. femmes que oui, on peut s'en sortir. Est-ce que ça a été facile? Absolument pas. Mais un jour à la fois, un petit pas à la fois. Puis en parlant de foi, j'ai moi-même une grande foi en l'univers, en Dieu, peu importe comment on peut le nommer. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à passer à travers toutes ces épreuves-là. Et ben voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, si tu me vois baisser la tête, c'est soit je suis en train d'écrire, soit je suis en train de regarder sur le téléphone. Donc, vraiment, vous inquiétez pas, c'est pas la malpolitesse. Je sais pas si ça se dit. Enfin, bref. En tout cas, c'est vraiment parce que je suis en train de noter, parce que j'ai besoin de noter pour synthétiser les choses, et aussi parce que j'ai Pas le de téléphone souci. en main pour lire les messages. Je vais déjà commencer par ça. Saluer Amina, saluer Vania, qui est en train de nous suivre, et aussi Beverly. Alors, Vania qui dit Hello Muriel et Nathalie, heureuse d'être parmi vous. Vania, mais vraiment merci pour ton soutien fort, et je sais que c'est une thématique aussi à laquelle tu es sensible. Et Beverly qui dit bonjour à vous deux. Elle dit que Aloha, c'est aussi I see you. Voilà, c'est cela. Voilà, je te vois, je t'accueille tel que tu es. Et c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour donner encore plus de force à ce live et bien évidemment poser toutes vos questions telles que vous le souhaitez. Alors moi, j'ai noté beaucoup de choses dans ce que tu disais et j'ai beaucoup Oui. aimé en fait cette date du 3 juin 2012 où tu t'es choisi. Tu as dit, Ouais. je me suis choisi. Et donc, je vais juste insister là-dessus et creuser un petit peu. Cela veut dire que, parce qu'en fait, de 16 ans à 41 ans, tu ne te choisissais pas. Et peut-être aussi que c'est la réalité de toutes ces femmes, en fait, qui sont dans des relations violentes. Elles ne se choisissent pas. Alors, ne pas se choisir, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne nous a pas appris à le faire? Qu'est-ce que tu mets derrière le 3 juin 2012, je me suis choisi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, en fait, ce que ça veut dire, c'est de prendre conscience qu'il n'y a personne qui peut, entre guillemets, me sauver. Donc, c'est à moi de prendre ce choix et de dire, je dois quitter. Par contre, je dirais, il y a tellement d'embûches, il y a tellement, euh, c'est multifactoriel les raisons qui font qu'on reste. Euh, Souvent, les gens vont dire, mais pourquoi t'es resté 25 ans? C'est long, c'est plus que la moitié de ta vie presque. Donc, mais il faut comprendre tout, tout ce qui est mis en position, tout ce contrôle-là, toute cette emprise-là, en fait, qui est dans ta vie, qui t'empêche de partir. Donc, moi, je dis tout le temps en conférence, j'aime mieux changer la perception. Donc, au lieu que les gens disent, mais pourquoi t'es resté, pourquoi t'es pas parti, ben, on devrait plutôt se poser la question, mais qu'est-ce que son mari a fait qui a fait qu'elle partait pas? Hmm. Qu'est-ce que lui? Donc, au lieu de mettre la lumière sur le négatif de Ah, elle aurait dû partir avant, Mhm, etc., mhm, mais mhm. c'est de dire, mais qu'est-ce que lui a mis Qu'est-ce qui a été en organisé place? pour, voilà, quel...
Mhm, Exactement. Et mhm, c'est quoi l'emprise? L'emprise, ça s'installe graduellement, sournoisement, euh, et la violence conjugale, ça s'installe graduellement également. C'est la violence psychologique, ben, c'est sûr que c'est le socle, c'est la base. Ça mhm, commence mhm, par des accusations non fondées, c'est du rabaissement, c'est de la violence verbale, c'est tout ça. Et au fil du temps, avec le gaslighting, etc., ben, tu finis par perdre tes mhm, perceptions, tu finis par perdre ton estime, l'amour de toi, ta confiance en toi, et tu finis par croire que, en fait, c'est toi le problème et c'est toi qui le rend comme ça. Parce que lui, il te le dit bien, là, que c'est toi qui le rend comme ça. Donc, euh, mhm, donc, mhm, moi, je suis allée à 8 reprises en maison d'hébergement dans ces 25 ans-là. Je te dirais, la première fois, c'était en 2001 et la huitième fois en 2012. Donc, c'est quand même passé 11 ans entre la première fois et la huitième mhm, fois. mhm, Donc, c'est un long processus. Souvent, les femmes vont aller à plusieurs reprises avant, justement, de se choisir. mhm, Donc, moi, dans mhm, mon cas, je revenais toujours à la maison parce que j'avais peur pour la sécurité de mes enfants. J'avais peur de plein de trucs. Je me disais, ben, je pourrais jamais m'en sortir parce que si je pars, ben, on avait une entreprise ensemble. Donc, ça voulait dire si je quitte, ben, je perds tout. J'ai plus de travail, j'ai pas d'argent. Euh, bref, quand je suis partie, j'avais même pas euh, j'avais zéro argent, je pouvais même pas payer un petit café là, pour te donner un mhm, aperçu. Donc, souvent, c'est ce qui arrive, les femmes ont perd tout. Et en plus de tout perdre, ben, l'entreprise était à monsieur, mais les dettes étaient tous à mon nom. Donc, partir, ça voulait dire, ben, je dois faire faillite, j'ai plus rien, j'ai plus de toit. C'était difficile pour mes enfants qui étaient rendus adultes, pour eux, à quelque part, je brisais la famille, je brisais mhm, l'entreprise familiale. Bref, c'est tellement multifactoriel, comme je disais tout mhm, à l'heure, mhm, mhm, mais il faut se choisir, il faut arriver à dire, OK, si je quitte pas, ben, je vais finir 6 pieds sous terre si je quitte pas. mhm, 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 Donc, c'est pour mhm, ça que pour absolument. moi, le 3 juin, c'est une date très significative que je suis allée de l'avant et que là, cette fois-là, je suis pas allée de reculons et Mhm, je ne suis pas retournée à la maison. mhm. Cette fois-ci, c'était la bonne. Ouais, J'ai vraiment voulu mettre le focus dessus. Alors, je suis pas dans ce cas de figure et je suis pas légitime et je suis pas là pour juger ni quoi que ce soit. Mais parce que justement, comme tu le dis si bien, souvent quand il y a des violences faites aux femmes, comme quand une femme a subi un viol et tout, c'est toujours elle qu'on accuse. Tu vois, c'est toujours elle. Qu'est-ce que tu as fait pour? Et d'ailleurs, le principe même du contrôle, c'est qu'est-ce que c'est toi qui as fait ça pour me rendre ainsi? C'est déplacer la responsabilité. Et j'ai beaucoup exact. aimé et ça m'a vraiment interpellée quand tu dis se choisir parce que pour moi, quelque part, tu es en train de dire quelque chose qui pour moi est très vrai. Ça veut dire que pendant ces 25 ans, tu ne t'es jamais choisi parce que pendant ces 25 ans, tout ce que tu faisais, c'est essayer de répondre à ce que cette personne attendait de toi. C'est-à-dire que tu étais décentré. Et je pense que c'est ça, quand on est sous contrôle, on est décentré de soi, puisque tout est fait pour qu'on ait ni confiance en soi, ni estime de soi. Et donc, on est décentré de soi. L'autre devient le centre du monde, notre seule référence. Et bien évidemment, inconsciemment, chaque jour, on peut pas se choisir. Donc, voilà, et puis voilà, ta vie de couple a démarré à 16 ans. À 16 ans, en fait, tu es en train de te construire. Et donc, c'est super facile d'être sous emprise. Et donc, c'est super facile de ne pas savoir qui on est. Ton identité n'est pas construite. Exact. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme-là, parce que c'est vraiment une question de se choisir, en fait. Parce que toutes les personnes, hommes ou femmes, qui sont au clair sur leur identité et qui sont ancrées sur leur estime, ne sont, comment dirais-je, sont moins des cibles de manière générale. Parce que, enfin, pour moi, c'est justement, quand tu parles de se choisir, ça veut dire que pendant 25 ans, tu étais hors de toi, tu étais déconnecté de toi, tu étais juste, Ah ouais. c'était l'autre, tu vois, le centre de tout, en fait.
Et je vois des choses qui passent et des interviews, des vidéos où en fait la personne dit quand elle rentre le soir, elle va juste regarder la personne pour savoir un petit peu comment elle est, pour savoir comment elle doit se positionner. Si elle sent que la personne est déjà dans un mood, elle va se taire parce que ça risque d'escalader, ça risque de dégénérer. Et en fait, tout ce que tu fais, Exact. c'est par rapport à l'autre pour éviter que, parce qu'en vérité, l'autre a déplacé la responsabilité. Tu es responsable de son mood, tu es responsable de ses coups de colère, tu es responsable de ses dérapages, tu es responsable de De tout. tout. Et du coup, ben oui, tu ne peux pas te choisir dans ce contexte-là. Le contexte, tout est orchestré pour que tu ne Oui. puisses pas avoir conscience de qui tu es, de ton identité, de ta force, de ta valeur, de ta puissance. Et c'est le jour où c'est tellement important à mes yeux. Donc vraiment, c'est ça, c'est se choisir. Ce terme-là, c'est très important parce que je crois que c'est le principe de toute survie en fait, peu importe le domaine. On peut parler par exemple des enfants qui sont maltraités par les parents. Pareil, pendant longtemps en fait, ben, le parent, comme c'est le parent, voilà, il l'aime et ils acceptent tout. Puis un jour, il faut qu'ils se choisissent pour survivre. On doit se choisir pour survivre. Donc j'aime beaucoup que tu aies dit ça. Hmm. En tout cas, moi, ça fait un superbe écho en moi. Et puis, comme tu dis, c'est multifactoriel. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est un jour à la fois, un pas à la fois. C'est un processus qui semble long, comme tu l'as dit, 25 ans, c'est Hmm. énorme. C'est un processus avec des rechutes, puisque tu as essayé plusieurs fois. Mais Ouais. c'est un processus qui est nécessaire parce que justement, c'est peut-être à chaque étape, tu te rapprochais plus de toi. Et en te rapprochant plus de Exact. toi, tu t'éloignais plus de lui, en fait. C'est le temps qu'il fallait. Exact. Ouais. Et j'aime beaucoup que tu as abordes cette notion-là parce que je l'ai vécu avec certaines personnes et c'est vrai que on a du mal à comprendre ce temps que ça prend. Les personnes autour aimeraient que ça soit plus rapide et n'ont pas forcément la patience. N'ont pas forcément la patience et ne comprennent pas. Moi, je dirais, oui, la patience, mais c'est qu'ils sont pas outillés et ils ne comprennent, et c'est normal qu'ils comprennent pas Mm. l'ambivalence d'une victime. Mhm. Pour eux, c'est, mais va-t'en, quitte C'est cette ça. Ça a l'air relation-là. simple. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est dans l'emprise, oui, mais on est dans cette peur qui nous paralyse aussi, cette peur qui nous tyrannise à tous les jours, puis qui nous paralyse, puis qui nous empêche d'aller de l'avant, puis de se choisir justement et de quitter. Mais l'entourage, j'ai envie de dire, en fait, l'entourage est le meilleur filet de sécurité pour les survivants. Donc, même Mhm. si je me permets de donner un conseil, même si vous comprenez pas, même si vous semblez que ben, elle a rien qu'à s'en aller, non, ne soyez pas dans le jugement. Il faut la croire, parce que des fois, les gens ne nous croient pas, parce que ces personnes-là, au comportement violent, devant les gens, c'est des charismatiques, c'est des gens que tout le monde aime. Bref, donc c'est difficile, on a peur de ne pas être cru et en même temps, on croit qu'on est coupable de ces comportements. Donc, ce qui est important de savoir pour l'entourage, c'est de garder ce lien de contact-là. Si elle s'ouvre Mhm. à vous puis qu'elle vous parle de ce qu'elle vit, ben, ne la jugez pas. Dites-lui, ben, écoute, il existe des organismes qui pourraient peut-être t'aider. La meilleure question à lui poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, vous Mhm. lui redonnez son pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si elle vous répond, ah, rien, 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 j'aurais peut-être pas dû t'en parler, tu lui dis, non, moi, je trouve que tu es courageuse de m'en avoir parlé et il faut aller au rythme et au choix de la victime. Si vous lui dites, qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'elle vous répond, rien, 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 ben, c'est rien, rien, rien. Donc, Mhm. vous respectez ce qu'elle vous dit, vous la Mhm. croyez, vous ne la jugez pas et si vous faites tout ça, ben, quand elle va être prête, c'est vers vous qu'elle va aller. Mhm. C'est Mhm. vous qu'elle va Mhm. aller voir en disant, écoute, sais-tu, je pense que j'ai envie de me choisir, j'ai envie de le quitter. Est-ce que tu m'accompagnerais là-dedans? Ben, la personne qui voulait aider, ben, elle va dire oui, c'est sûr. Je vous donne Mhm. un Mhm. exemple concret. Moi, j'avais travaillé 7 ans dans une garderie. Donc, quand j'allais au travail, j'avais mes moments de répit. J'avais ma socialisation avec les collègues de travail.
Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était une collègue qui est devenue ma meilleure amie par surcroît, Shana. Et, euh, et Shana, elle n'a jamais été dans le jugement, elle était dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie. Et bref, c'est à elle que je me suis confiée. Mais au bout de 7 ans, j'ai perdu ce travail-là. C'est important de comprendre que perdre mon travail, c'était je perds mon autonomie, Mhm, je mhm, perds ma socialisation, mes moments de répit quand je suis au travail et je perds ma meilleure amie. Donc, mhm, pendant plus de 5 ans à la suite de ça, elle n'a pas eu de nouvelles de moi parce que moi, je ne pouvais pas l'appeler, je ne pouvais pas la contacter, puis je ne travaillais plus là. Mais un jour, je l'ai appelée après 5 ans parce que je venais de vivre encore un épisode de violence et j'ai pris mon courage et je l'ai appelée. Et quand elle m'a répondu, ah, Nathalie, je suis contente de te parler, puis elle était contente, j'ai fait, mhm, je suis juste partie à pleurer. Et la phrase qu'elle m'a dit, je raconte toujours cette anecdote-là pour que les gens comprennent bien. La phrase qu'elle m'a dit, c'est: T'es où? Je m'en viens te chercher. T'es mhm, où? Je m'en viens te chercher. Puis elle est venue me chercher. mhm. Donc, vous voyez, si vous gardez le contact avec cette personne-là, Absolument, malgré que vous ne absolument, comprenez pas pourquoi elle reste, mais gardez ce absolument. contact-là. Puis la journée qu'elle va être prête, elle va vous appeler, puis vous Mhm, pourrez lui mhm, dire: T'es où? Je mhm, m'en viens te mhm, chercher. mhm. Merci beaucoup, j'aime beaucoup. Tu es en train, tu vois, ça s'inscrit dans le temps. Quand tu dis pas à pas, ça s'inscrit dans le temps pour la victime, pour qu'elle puisse se choisir, se prioriser et décider, en tout cas avoir la force de partir. Mais ça s'inscrit aussi dans le temps pour les personnes qui veulent aider. Ça veut dire que c'est pas à nous de précipiter le rythme, mais c'est à nous Non, d'utiliser ce temps-là pour pouvoir tisser un lien de confiance, être exact. une personne sur laquelle, en fait, c'est un travail de la même façon que l'emprise, c'est un travail qui se fait step by step. La confiance, c'est un travail qui se Oui, fait step by step. Et donc, ça veut dire vraiment, nous qui sommes auprès de cette personne, même si nous percevons des choses et que on se dit c'est pas possible et tout, on doit pas être dans le jugement et on doit pas presser le rythme parce que, en vérité, voilà, c'est juste bâtir la confiance. Quand la personne sent que même ses limites sont respectées, si je comprends bien, là, elle se dit je oui, peux faire confiance. Parce que dans ce qui se passe chez moi, mes limites ne sont pas respectées. Et exact. donc, pour que j'ai une relation de confiance, il faut déjà que je sente que mes limites soient respectées. Ça, c'est vraiment très important. Quand tu dis ne pas être dans le jugement, je crois que c'est le gros, gros problème entre humains, mais surtout entre femmes. Ne pas être dans le jugement. Il y a tellement de choses qu'on ne Mm, maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Croire, écouter, croire simplement la personne. Je crois que, ouais, moi, je dis souvent, quand quelqu'un vient nous confier un épisode de violence, euh, il y a deux possibilités. Soit elle dit la vérité, soit elle ment. Mais dans les deux cas de figure, c'est un appel au secours. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est un appel au secours. Quelqu'un qui ment, c'est un appel au secours. On est bien d'accord. Quelqu'un qui invente ça. Et donc, dans les deux cas, en fait, on ne peut pas juger un appel au secours. La première des choses, c'est d'écouter mm, pour comprendre. Et ensuite, ben, voilà, avec la personne. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Je vais te poser une question tout à l'heure en m'assurant que c'est OK pour toi. Mais avant cela, je vais mm, lire les messages qui sont sur LinkedIn. Il y a Gisèle d'accord. Aloha, Gisèle qui dit: Bonjour mesdames, une thématique d'autant plus importante que c'est une survivante. Ces mots sont importants. Tes mots sont importants, Nathalie. Mm, Beverly qui dit à nouveau: Malheureusement, beaucoup de femmes traversent cela et vivent dans la peur de partir. Tu as peur de rester, tu as peur de partir, tout est peur, c'est chaud. Souvent pour les enfants, il a peur de ne pas s'en sortir seul, c'est difficile, mais c'est possible, comme dit Nathalie. Euh, Vania qui dit: Merci pour ces partages, Nathalie et Muriel. Merci de mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Je soutiens aussi toutes ces personnes dans ces épreuves. Merci encore à vous deux. Il y a mm, Aloha Prince Mucheta qui est là. Oui, les hommes sont les bienvenus. Dans cette problématique que absolument. nous exposons, dans cette dynamique, il y a l'homme et la femme, en fait. Donc, bien évidemment, je reçois des femmes, mais ça concerne l'homme parce que ça concerne l'humanité. Dans un foyer dysfonctionnel et qui se brise comme ça, l'homme est concerné, l'homme est impacté, la femme est impactée, les enfants sont impactés. Donc, il faut que les hommes aussi Ouais. viennent écouter pour comprendre, en fait, ce qui se passe. Et Christine qui dit: Christine Mousseau, aloha Christine. Waouh, quelle résilience, bravo. Et oui, ces anniversaires sont pleins de sens et méritent d'être célébrés. C'est très inspirant de voir comment tu as transmuté ça en force d'action pour les autres. Vraiment,
C'est vraiment ça qui est Merci. fort. Comme j'aime à le dire, moi je suis toujours impressionnée par ces femmes qui ont vécu l'enfer, qui s'en sortent non pas pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce qu'il y a un premier palier de livrance et de libération qui est pour soi, se choisir, se prioriser, s'en sortir, et puis ne pas rester dans cette zone de confort pour dire, mais je pense aux autres. Pour moi, c'est ça vraiment l'humanité, c'est ça être, être un être vivant qui est concerné par les autres et c'est tellement puissant, donc vraiment bravo. Alors, j'ai plein de questions, plein de questions, plein de questions. J'aimerais revenir à tes 16 ans, si tu me l'autorises. Donc, je vais poser Oui, des questions. Et vraiment, tu d'accord. réponds à celle que tu veux. Et si tu veux répondre à aucune des questions, c'est OK. On est dans un échange totalement libre. Je sais que tu m'as donné comment dirais-je, ton autorisation. C'est pour ça qu'on est là. Mais malgré tout, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Ça me vient là, en fait. Donc, du coup, bon, c'était pas sous mes autorisations au préalable. Donc, je préfère te le dire. Donc, n'hésite pas si c'est maladroit, si ça te met mal à l'aise, si c'est pas OK. C'est OK pour nous. OK? Moi, Oui. j'ai envie de parler de cette jeune fille de 16 ans Mhm. et à travers elle parler à ces jeunes filles de 16 ans, de 17 ans, toutes jeunes en fait. Peux-tu nous raconter comment tu as rencontré cet homme? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 16 ans, comment ça a démarré? Tu vois, c'est la femme qui parle, mais aussi c'est la mère et la grand-mère qui parlent. 16 ans, c'est Mhm. 16 ans, c'est encore l'innocence, on connaît rien, on est perdu, on est perdu. Et c'est tellement facile d'être une proie pour quelqu'un qui, justement, qui est un peu machiavélique. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de cela, juste Oui. comment ça a démarré? Si ça ne te dérange pas. Non, ça me dérange pas du tout. Mais en fait, on était 2 adolescents parce que moi, j'avais 16 ans et lui en avait 17. Donc, hem son approche, je dirais qu'il a été très patient parce que ça a pris des mois et des mois. Moi, il m'intéressait pas. C'est ça qui est drôle. J'avais zéro attirance, il m'intéressait pas. Puis il continuait, puis il revenait, puis il était galant, puis il était patient. Puis au fil du temps, ben, écoute, j'ai accepté une première sortie, puis finalement, ben, bon, je suis tombée amoureuse. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, peu importe l'âge qu'on a, c'est des personnes très charmantes, très Mhm. charismatiques, très généreux. Donc, on voit pas venir Ce le. qu'il y a derrière. Exactement. Donc, on n'est pas sur nos gardes. Et Mhm. ben, tranquillement, les liens se tissent. Et là, et au fil du temps, je dirais après quelques mois, au moins plus je dirais aux alentours de 6, 7, 8 mois de fréquentation, ben là arrive une première événement qui était en colère parce que on était avec des amis, puis il y avait un garçon qui m'avait donné 2 becs sur les joues. Ah, l'autre m'avait fait la bise, puis lui, ça l'avait mis hors de lui. Et quand on est parti en voiture, parce qu'il avait déjà sa voiture, ben là, il est rentré dans une colère. Tu m'as fait honte, puis comment tu as pu faire ça? Puis moi, ben, je comprenais juste pas ce qui se passait parce que là, il était passé du prince charmant à l'opposé totalement. Et j'étais tellement choquée que je comprenais pas ce qui se passait. Donc, par la suite, ben, évidemment, arrive la lune de miel qu'on appelle. Donc, il s'excuse, je te promets, je ne referai plus ça, mais il va rejeter la faute en disant, mais, tu sais, si tu t'étais pas laissé faire la bise, ben, moi, je me serais pas fâchée. Donc, il, il, il reconnaît jamais ses torts, mais quand on n'est pas outillé, encore moins à 16 ans, ben, on le voit pas, ce mécanisme-là de projection sur l'autre qu'il fait sans se Mhm. responsabiliser de ce qu'il vient de faire, en fait. Euh, donc, ça s'installe de façon sournoise, puis au fil du temps, ben, on se cachera pas, même dans une relation saine et égalitaire, quand on tombe en amour, on le dit, hein, l'amour rend aveugle. Donc, Mhm. on les voit pas, ces défauts. Et on se remet en question en se disant, ben moi, la première chose, je me suis dit, oh, OK, ben, tu sais, je ferai plus jamais de câlin à personne. Je veux, on s'adapte
comme tu disais tout à l'heure, on s'adapte pour éviter ces confrontations-là, puis en pensant que c'est nous le problème. Donc, on est toujours au-devant des besoins de l'autre et c'est ça qui fait qu'on s'oublie au fil du temps. Et en s'oubliant, en se priorisant pas, ben, c'est ça qui crée qu'on perd notre confiance en soi, notre amour de soi. euh, et là, on est prise dans un engrenage. Et il y a également ce qu'on appelle le cycle de la violence, qui est en 4 phases. Et ça fait aussi en sorte qu'on reste. Donc, la première phase, c'est la tension. On arrive là, on sent qu'il y a de la tension dans l'air. Euh, on, euh, euh, on reçoit des regards menaçants. On marche sur des œufs, en fait, pour faire ça simple. Et ben, quand on est comme ça, nous, on est en hypervigilance, on fait attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, parce qu'on ne veut pas aller dans la phase numéro 2, qui est la phase de tension, et la phase pardon, d'agression. Dans cette phase d'agression-là, c'est pas nécessairement une agression physique, là, comme souvent les gens vont penser. Ça peut être un épisode de violence physique, mais ça peut être également, comme dans mon cas, certaines fois, c'était des chicanes qui pouvaient commencer à 10 heures le soir quand les enfants étaient couchés, puis ils pouvaient s'éterniser jusqu'aux petites heures du matin. Et là, tu deviens complètement épuisé. Donc, là, il va arriver la troisième phase, qui est la phase de justification. Donc là, il va rejeter toute la faute sur toi. Oui, mais tu sais, si tu n'avais pas fait la bise à ce garçon-là, je ne me serais pas fâchée. Puis, c'est jamais de sa faute, il rejette sur toi. C'est la phase de justification. Et là, ben, en tant que victime, tu es mélangé. Tu ne comprends plus là, ce qui se passe. Puis, tu finis par croire vraiment que c'est toi le problème. Et là, va arriver la lune de miel, la phase numéro 4. Et là, ben, il va dire, t'es la femme de ma vie, je m'excuse, je peux pas vivre sans toi. Il va sortir les violons, il va pleurer, il va dire, ah, si tu me quittes, je vais me suicider. Bref, et toi, en tant que victime, quand tu arrives dans cette phase-là, ben, tu veux bien accepter ces excuses. Tu t'es investi dans cette relation-là, euh, tu l'aimes, tu veux pas nécessairement le quitter. Et ce qu'il faut comprendre avec ce cycle-là, c'est qu'au fil du temps, plus les années avancent et plus ce cycle-là est rapide. C'est-à-dire qu'au début, c'était peut-être une fois ou deux par année qu'il y avait une grosse chicane. Euh, et après, au fil du temps, ben, à tous les mois, puis après à tous les semaines. Puis en dernier, après 25 ans, là, ben, je te dirais que c'était 5 jours sur 7. Et la phase de lune de miel, elle n'existait même plus. Donc, c'était tension, agression, justification. Et là, on retourne à tension. Il n'avait plus de lune de miel, là. Parce qu'il n'y a plus besoin d'utiliser la lune de miel, parce que là, tu es vraiment prise comme dans une toile d'araignée. Il sait que tu es ficelée là, là, et que euh, il a mis tout en branle, toutes les stratégies pour pas que tu le quittes. Donc, Wow. voilà. C'est c'est- 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 c'est des, enfin, je sais pas comment dirais-je, c'est-à-dire, je sens toute la violence de ce mécanisme dans ce que tu dis, et à l'intérieur, ça me froisse en fait de me dire, et le pire, c'est que même même en ayant conscience de ça, quand on est dedans, ça ne veut pas dire qu'on a forcément, on peut forcément s'en sortir. C'est-à-dire qu'on peut être spectateur, on peut analyser et subir en même temps. Et je pense que ça va être hyper compliqué. Et bon, je trouve que c'est intéressant de vraiment expliquer ça, comme tu le disais aussi bien aux personnes de 16 ans qu'aux personnes, il n'y a pas d'âge en fait pour ça. Moi, j'ai Non, il n'y a noté pas de... quelques étapes. J'ai noté l'étape de la rencontre en fait. Et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui font des dates et tout, hein. Oui, ben, Ça, en fait, j'ai envie d'ajouter une chose qui me fait penser à ceci. Il y a également ce qu'on appelle, quand on rencontre les gens, on appelle le love bombing, c'est-à-dire oui, bombardement d'amour. mais C'est-à-dire que, c'est ça, mais c'est oui, exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire parce qu'en fait, c'est le premier truc, c'est-à-dire, le premier truc, c'est que la personne, elle te sature, c'est-à-dire que tu n'étais pas intéressé par cette personne, mais elle t'a saturé en fait. Tu as fini par céder. Elle t'a eu à l'usure. Premier signe, mesdames, je me permets de parler, voilà. mais oui, mais oui. Premier signe, je pense qu'il peut être intéressant.
c'est lorsque une personne, peu importe que vous vous intéressez à elle, cette personne, entre guillemets, vous sature. Elle veut prendre toute la place et elle fait tout, entre guillemets, elle se plie en quatre pour vous avoir. Je crois que le fait même de vous avoir à l'usure, c'est déjà un signe, en fait. C'est que la personne vraiment n'est pas pour toi et c'est que finalement, elle arrive à te faire baisser ta garde. Ça, c'est un premier signe. Je dis pas que c'est forcément conscient, mais faut le dire. Peut-être que quelqu'un va l'entendre. Ensuite, la personne va tisser des liens parce que j'ai bien compris, elle n'a pas commencé par montrer son vrai visage. Après avoir fait toute cette phase où elle est là en train de te bombarder d'amour et qu'elle est parfaite, tu as fini par céder et là, elle est dans une deuxième phase où elle tisse des liens. Parce que lorsque le lien est fort et qu'elle montre son vrai visage, tu as aussi peur de casser les liens parce que les liens, on sait bien que on est très sensible, nous sommes des êtres de relation. Et donc, Oui, après cette première phase où elle a réussi à te faire baisser sa garde et prendre rendez-vous avec elle, et voilà, et tu as fini par lui dire oui, et la personne t'a eu à l'arrache, elle va travailler à tisser des liens forts, des liens de confiance. Tu vas être vraiment, voilà. Et ensuite, lorsque ce lien fort a été créé, c'est là qu'elle va, tu vas voir sa gestion d'un événement de colère. Et c'est ça, je crois, qui revient chaque fois, c'est dans un événement de colère. Et cet événement de colère a des caractéristiques très claires, c'est que c'est la démesure entre l'événement et la réaction. C'est la totale démesure, c'est-à-dire que faire une tempête pour un grain de poussière. Ça, c'est le premier truc, oui, je pense, c'est des vrais red flags. Vrais red flags. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, par contre, ma mère, c'était une femme battue. Elle nous a toujours dit que la première fois que mon père l'avait bousculé, c'était juste un petit tact. Il dit, il n'a pas commencé par me gifler, par me donner des coups de poing, il a commencé par la non, non, bousculer. Et donc, c'est vraiment ça. Il y a un premier événement révélateur où, en fait, on sent qu'il y a une démesure. Mais c'est vrai qu'il y a des liens qui ont été tissés. Du coup, c'est pas évident. Ça crée la confusion. Ça crée la oui. confusion. Et Mais en ensuite, fait, c'est ce qu'on derrière, appelle le chaud et le froid. le chaud et le froid. Le Voilà. chaud et le froid. Derrière, autre red flag, c'est la façon dont la personne a de gérer cela, de se déresponsabiliser. Elle s'excuse, mais tu es quand même responsable. Elle s'excuse, mais tu dois changer quelque chose pour qu'elle puisse Exact. continuer à t'accepter. Ça, c'est très, très, très fort, en fait. Elle s'excuse, mais c'est toi la responsable. Et peut-être Oui, le responsable s'il y a des hommes qui sont dans ce cas de figure. Et oui, ensuite, l'autre étape, c'est qu'à ce moment-là, on commence à apprendre à s'adapter. Je crois que c'est là que les choses deviennent. Voilà, c'est un petit peu ça. Euh, euh, si ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai noté un petit peu ces étapes-là où on apprend à s'adapter, ça veut dire on apprend à se réduire. Et quand tu apprends à te réduire, ça veut dire que tu apprends à ne plus te choisir et te prioriser. Et c'est là que je pense que le, le- ce système prend ses lettres de noblesse parce que, comme tu dis, voilà, lui sait comment faire. Il y a des tensions, ainsi de suite. Et voilà. Donc, vraiment, ce sont des red flags. Je ne sais pas comment vous allez les utiliser, mais je pense que tu nous as donné des pistes très importantes dans ces relations naissantes où il y a des liens qui sont tissés, où on est fragilisé, où finalement on commence à s'appuyer sur la personne, être vigilante sur une chose qui va être déterminante, c'est sa gestion de la colère. La gestion de la colère. oui. Puis, Oui, j'ai envie de te vas-y. dire aussi, quand il souffle le chaud et le froid, c'est, au fil du temps, c'est ça qui crée un attachement émotionnel. Oui, 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 absolument. Parce que C'est pas en fait, tu es dans la confusion émotionnelle, donc tu sais, tu peux même pas vraiment te positionner, donc tu fais que suivre. totalement. Et aussi, pourquoi les victimes croient, se culpabilisent, dans le fond, j'ai envie de donner une image forte, c'est que lui va te dire que c'est toi qui le rends comme ça, que avant de te rencontrer, il n'était pas comme ça. Et toi, tu vas le croire Mhm, parce mhm, que quand mhm. tu l'as rencontré, c'était un homme, une personne Oui, merveilleuse. c'était toute cette Et phase où il est en train le de love bombing, t'avoir à lui. On est bien d'accord. C'est ça exactement. la référence, on est d'accord. Mais c'est tellement Exactement. structuré, Donc, tu finis par croire que machiavélique, diabolique. oui, oui. Mais tu finis réellement par croire que c'est Par toi qui croire, le rends comme ça absolument, parce que absolument. ce que lui il te dit avant de te rencontrer, j'étais pas comme ça. Et c'est vrai, quand Donc tu l'as c'est toi rencontré, qui il m'as était rendu pas comme ça. Jusqu'au bout, c'est exact. toi. Exact. Sauf que, en fait, ça, c'est un masque. Le prince charmant, c'est un masque. Mhm, Donc, mhm, quand on revient à la lune de miel dans le cycle de la violence, ben là, il remet son masque de prince charmant. Mais il faut mhm. changer notre perception. Quand on est là-dedans, on pense comme je viens d'expliquer. Par contre, la réalité, c'est pas ça. C'est
le masque, en fait, le prince charmant, il existe juste pas. Il existe C'est pas. ça, c'est ça. C'est un Il mythe en existe fait. pas. C'est juste C'est ça l'appât. le masque. C'est ça C'est le ça, masque. c'est ça, c'est ça, Donc, quand il n'y a exactement, plus de masque, c'est sa exactement. vraie personnalité. Donc, Mhm. on peut, les victimes doivent comprendre qu'on ne peut pas le changer, puis on ne peut pas le sauver non On peut plus. pas, On exactement. peut pas. Tu abordes quelque chose qui est très très important dans ce truc-là, c'est peut-être le désir. Alors, avant qu'on aborde ce volet-là, Oui, je vais déjà lire. Non, mais c'est juste incroyable. Lire les commentaires, j'en ai vu deux passer. Il y a Beverly qui dit des narcissiques et manipulateurs, ils savent comment embobiner les personnes autour. C'est vrai que souvent elles oui, sont charmantes, hein. J'ai une oui. question. Pourquoi une femme aurait-elle peur d'aller dans une maison pour les victimes? Quelle pourrait être la raison? Ça, c'est la question de Beverly. Je vais te laisser répondre tout à l'heure. Et elle ajoute, on perd notre identité. Donc, elle réagissait. Donc, il y a aussi la réaction de Vania tout à l'heure qui a dit, oui, je suis alignée avec toi, Nathalie, être à l'écoute de la personne en allant à son rythme. Donc, je pense que c'est par rapport à cette personne qui est venue te Mhm, chercher. C'est un premier pas de confiance et à la personne de se choisir pour après passer à l'action quand elle est prête. C'est très important, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et on revient à la oui. question de Beverly avant d'aborder tous les aspects, parce que là, tu donnes beaucoup, beaucoup d'informations qui sont très, très importantes. Et donc, elle disait, pourquoi une femme aurait peur d'aller dans une maison pour victime? Quelles pourraient être les raisons? Écoute, j'ai envie d'inverser la question dans le sens que pourquoi elle aurait peur? Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire que sans les ressources, sans les maisons d'hébergement, je serais plus en vie, en fait, totalement. Mhm, Donc, souvent, les femmes ne veulent pas aller en maison d'hébergement pour, par exemple, elles se disent, ben pourquoi ce serait à moi de quitter mon foyer pour aller ailleurs? mhm, mhm, Souvent, elles mhm, se disent ça. Elles pensent, souvent, les femmes vont penser que c'est comme quasiment une prison. Ben non, pas du tout. Tu vas dans une maison d'hébergement parce que tu vas être accompagnée, tu vas être comprise, tu vas être crue, tu vas avoir, tu vas pouvoir pour la première fois peut-être, ou bref, parler de ce que tu vis, mettre des mots, mhm, mhm, et les intervenantes vont être là pour à l'écoute, puis à te faire faire des prises de conscience. Les intervenantes dans les maisons d'hébergement sont pas là pour te dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Non, ils sont là pour t'écouter et en te posant certaines questions, t'amener à réfléchir et à prendre conscience que ce que tu vis, c'est pas normal, que c'est pas de ta faute, les comportements de ton conjoint, que c'est pas toi, c'est lui qui a un problème et qui doit se responsabiliser de ses actions à lui. Mais en tant que victime, je dirais, j'ai envie de dire à 100%, on se croit tous que c'est notre faute. Donc, mhm, mhm, les maisons d'hébergement sont là pour nous accompagner dans différentes démarches aussi. Si on y va, puis qu'après, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais ici, ils vont nous aider. Par exemple, si on décide de quitter, ben, ils vont nous accompagner pour faire euh, une demande de divorce, par exemple, mhm. Les avoir la démarches garde des administratives. Mhm, exact, juridique, avoir la garde des enfants, se trouver un nouvel appartement. mhm, C'est mhm, beaucoup, mhm. beaucoup Oui, de oui, c'est choses à absolument c'est faire, à ça. mettre. Absolument Donc, c'est d'être ça. accompagné dans la bienveillance de ces personnes-là, moi, je trouve que c'est important. Puis aussi, on se cachera pas, le plus important, c'est que tu es en sécurité dans ces endroits-là. Tu es Mhm, en sécurité. Moi, ma peur, c'était ma peur viscérale, c'était il va me tuer ou il va tuer les enfants mhm, et mhm, ensuite il va s'enlever la vie. Donc, mhm, et ben, il s'est enlevé la vie. Donc, moi, je suis allée dans les ressources, puis ça m'a sauvé la vie, mhm, justement. mhm. Donc, les maisons d'hébergement, pour moi, c'est hyper important pour justement être accompagné et faire un cheminement pour arriver à retrouver ton estime puis à réaliser que c'est pas toi le problème, en fait. C'est pas toi le problème. Il Exact. y a tellement de choses, mais vraiment parce que dans tout ça, on n'a même pas parlé justement de ce côté de suicide forcé, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui Oui. connaissent même pas cette réalité. En fait,
ton parcours de vie est tellement riche et puissant, et il y a tellement de choses que tu es en train de nous apprendre sur ben, les dérives de l'être humain, tu vois. Mhm. Et l'heure avance, voilà, il est déjà 13h19, donc bref, mais c'est quand même important, tu vois, il y a plein de questions qui viennent à mon esprit. J'aimerais qu'on parle de ce volet de suicide forcé, mais juste avant, j'ai peut-être une question qui est importante. Bon, les autres, toutes les questions sont importantes, mais celle-là quand même. Est-ce que tu penses, donc c'est vraiment, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein, est-ce que tu penses que ces personnes-là qui organisent tout, parce que c'est tout un stratagème incroyable, est-ce que tu penses qu'elles sont pleinement conscientes? Ah oui, c'est spontané, hein? Mais oui, oui, parce que, en fait, la violence qu'on regarde, là, c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle sur l'autre dans le but Mhm, de la dominer. Et moi, mhm, ça a fait un switch dans ma tête quand l'intervenante, parce que moi, je disais toujours, oui, mais tu comprends pas, il avait perdu le contrôle parce qu'il avait consommé, il avait perdu le contrôle parce qu'il y a eu une grosse journée au travail, parce que on l'excuse. mhm, Et on dit qu'il a perdu le contrôle. Mais quand elle m'a dit, ben non, Nathalie, il perd pas le contrôle, il prend le contrôle dans le but de te dominer. Et là, j'ai mhm. comme réalisé que, OK, encore une fois, C'est c'est une question, calculé, c'est une, exactement. exact, c'est une perception inversée. OK, il perd pas le contrôle. Non, il n'y a rien qui justifie la violence. Que Mhm. si tu as pris de la boisson, ça peut exacerber sa violence, oui, mais ça n'en justifie pas. Absolument. Donc, Il est important que les victimes entendent ça, en fait. J'aime ah beaucoup. oui, OK. oui, C'est une totalement, prise de totalement. conscience sur l'autre dans le but de le contrôler. Et donc, il Oui, faut vraiment, enfin, alors après, je dis ça, je pense que c'est pas si simple que ça, parce que tout est organisé pour que la victime puisse en permanence se sentir responsable, puisque dès le début, on porte la responsabilité sur elle, et puis on organise un truc à huis clos où elle est responsable de tout, en fait, puisque comme tu le disais tout à exact. l'heure, avant toi, j'étais pas comme ça. C'est à cause de toi. Donc, Mm, de A à Z, en fait, et prendre conscience que, parce que je pense que c'est ça le truc, prendre conscience qu'en fait que l'autre, c'est pas parce qu'elle perd contrôle ou qu'elle sait pas ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, c'est un choix délibéré. Elle veut simplement te contrôler, elle veut simplement te dominer pour te contrôler. Alors on sait pas, enfin, je sais pas si on sait forcément ce qu'il y a vraiment comme motivation derrière, mais en tout cas, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Donc c'est très très important de le dire et d'entendre ça de la bouche de quelqu'un comme toi qui est légitime, hein. Tu as traversé cet enfer-là, tu as eu 25 ans, tu as été dans l'antre de ce processus-là pour bien comprendre tout le mécanisme et nous aider à déconstruire. Ok, donc ouais. vraiment merci pour cette réponse. J'espère que vous avez entendu, c'est tellement important. Encore une fois, continuez à poser vos questions. On va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Et du coup, pour clôturer en tout cas sur cette partie où tu parles de ton parcours et tout, parce que ça c'est la première partie, faut qu'on voit aussi la partie de résurrection quand même. Ok. Et Ben donc oui. voilà, on va pas. Et donc pour clôturer sur cette partie, on va dire traversée de l'enfer. Du coup, tu parles de suicide forcé. Moi, je dois avouer que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il y a peut-être que 2 ans. Tu vois, le suicide Mhm, forcé. mhm. Il y a que 2 ans. Ceci étant, j'avais entendu quelques petits trucs par rapport à l'histoire de Bertrand Cantat et tout, et Marie Ouais. Trintignant, mais j'avais pas. En fait, c'était passé comme ça. C'est vraiment il y a 2 ans que je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment un truc où voilà, c'est-à-dire que tu pousses la personne à poser l'accent, entre guillemets, sans toucher, sans qu'il y ait de preuve de ce que tu fais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que je pense que je suis pas la seule à pas bien comprendre ce mécanisme, peut-être entendre parler, mais pas bien maîtriser ça. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est et surtout ce que c'est dans le cadre du couple? Oui, tout à fait. Ben, en fait, Quentin, oui, il a assassiné Marie Trintignant, mais il y a Enfin, voilà, son c'est ça, ex-femme, voilà, absolument, tu as raison, c'est l'autre. son J'oublie toujours son ex-femme, nom, absolument. Christina, elle, s'est enlevée la Merci vie. pour la précision. Super. Donc, euh, écoute, premièrement, j'ai envie de dire que plus de la moitié des femmes euh, font une dépression quand on est Mhm. dans cette Mhm. emprise-là. Et elles feraient 5 à 8 fois plus de tentatives de suicide que le reste de la population. Donc, euh, je te donne une image forte. Je pense que la plupart des gens
ont des enfants, ben, en fait, j'ai envie de dire, les gens qui ont des enfants vont être d'accord avec le fait qu'on les aime d'un amour inconditionnel, incalculable, etc. Mes enfants, ben, c'était toute ma raison de vivre et c'est une des grandes raisons que je suis restée aussi longtemps parce que je voulais les protéger et j'avais peur qu'ils s'en prennent à eux. Donc, euh, mais tout cet amour inconditionnel-là que j'avais pour eux, ben, ma souffrance était plus grande que cet amour inconditionnel-là. Ce qui fait que dans les dernières années, ne voyant pas le bout du tunnel, ben, je me disais, dans le fond, c'est la souffrance. Je voulais arrêter de souffrir. Et il y avait plein de ressources que je ne savais pas qui existaient, qu'on a ici au Québec, comme les maisons de deuxième étape. Bref, ça fait en sorte que ben, j'ai fait 3 tentatives de suicide. Euh, En France, ce qui est génial, c'est que vous avez un projet de loi qu'on peut traduire en justice ces personnes-là. Euh, Comme par exemple, ma famille aurait pu traduire si on avait eu un projet de loi ici aussi similaire au vôtre. Et vous, on peut encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Donc, c'est une ancienne avocate spécialisée en violence conjugale et agression sexuelle qui s'appelle Yael, qui a travaillé pendant 10 ans pour faire adopter ce projet de loi-là. Donc, j'y lève mon chapeau, puis ben, si jamais elle est là, Yael, moi, c'est ma Céline Dion à moi. Bref, bref, donc, je te donne des chiffres très parlants. En France, les données de 2024, il y a eu 107 féminicides en France, mais en parallèle, il y a 906 femmes qui ont fait une tentative de suicide ou qui se sont suicidées. Mhm. 906. Donc, dans les recherches, on se rend compte que pour un féminicide, ben, en parallèle, il y a 2 femmes qui s'enlèvent la vie environ. Donc, on triple à peu près le nombre de femmes mortes si on tient compte de toutes celles qui s'enlèvent la vie Mhm. Mhm. à cause de cette violence-là subie d'un Mhm. partenaire. Mhm. Donc, c'est énorme, c'est gigantesque pour moi, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Et moi, j'aime appeler le suicide forcé, en fait, c'est le crime parfait parce que ça passe sous le radar en quelque sorte. Surtout si on n'a pas de projet de loi ici, ben, je vais donner mon exemple personnel. Si je serais décédée, ben, j'aurais rentré dans la case femme, tel âge, c'est enlever la vie, point final. Mais Mhm. on n'ira pas voir plus loin. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est enlevée la vie, en fait? Donc, c'est important de sensibiliser les gens que on prenne conscience qu'il y a des femmes qui s'enlèvent la vie à cause Mhm. Mhm. de cette emprise-là, à Mhm. cause de qu'elles ne savent plus comment s'en sortir. Donc, Mhm. Mhm. Et c'est terrible ce que tu dis parce que tu es en train de dire que carrément, les chiffres que nous avons sur les féminicides, ne tenant pas compte de cette dimension de suicide forcé, sont eux-mêmes faussés. Parce qu'à la limite, le féminicide, c'est juste euh, la pointe de un, l'iceberg. un- exactement, exactement. Derrière, il y a toutes ces tentatives de suicide. Et puis, c'est logique, en fait, hein, puisque ces femmes sont dans des systèmes, dans un contexte où elles sont déconnectées d'elles-mêmes, elles sont tellement Ouais. réduites et tout. Et forcément, ta vie n'a plus de sens. Et, euh, et ça a besoin aussi d'être dit. En tout cas, moi, tu m'avais pas encore donné les chiffres et du coup, tu m'avais parlé du principe, mais le fait de se dire que derrière un féminicide, il y a 2 fois plus de suicides ou de tentatives de suicide, et ce sont tout simplement des choses que une personne commandite. Une personne, voilà, elle pousse la personne, c'est comme un peu le harcèlement qui va pousser un Le enfant harcèlement. En fait, oui, à se dire j'en peux plus et c'est ce qu'on voit aussi. C'est la même chose, c'est le harcèlement du quotidien dans le foyer qui fait qu'au bout d'un moment, la personne harcelée, donc la personne qui est sous emprise, se dit voilà. Et l'autre regarde en se disant de toute façon, elle sait où est-ce c'est comme en fait, elle ferme le piège en ouais. fait sur la personne, elle sait où et elle sait que de toute façon, quand ça va se faire, bah écoute, elle va sortir indemne. Au contraire, les gens vont la plaindre en disant, pauvre Marie, tu te retrouves seule avec les enfants. Donc, c'est Mais vraiment en quelque fait, chose de... Oui.
Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Je Non, veux juste vas-y. rajouter que ce qui est important de savoir aussi, c'est que il y a ce qu'on appelle la violence post-séparation. Donc, c'est pas parce que tu quittes que tout s'arrête. Donc, Absolument. donc, souvent, les femmes vont s'enlever la vie après même parce que Mhm. monsieur continue son harcèlement. L'harcèlement est encore plus violent, mais oui, Est absolument. encore, oui, parce que en fait, il va trouver des nouvelles stratégies. Mhm. Il va instrumentaliser les enfants. Fait qu'il va continuer de vouloir parce que eux, ils Mhm. veulent pas perdre ce contrôle-là. Donc, il C'est va ça, c'est une question de mettre d'autres. contrôle. Exactement. Et au fil du temps, ben, même si tu n'es plus en couple, ben, tu peux en avoir jusque-là puis avoir enlevé la Mais bien vie sûr, mais aussi. bien sûr. Donc, mais là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas quitter les conjoints. Il faut les quitter le plus tôt possible puis aller chercher de l'aide. Mhm. Mais Absolument. je veux que C'est les des gens comprennent. réalités, en fait. Voilà, exactement. Exact, la violence post-séparation, elle existe, elle est là. Absolument, La violence absolument. judiciaire C'est aussi, comme aussi le meurtre, les meurtres, voilà, les féminicides post, c'est-à-dire que l'homme, la personne a même déjà divorcé, il n'a pas digéré et il vient la tuer. Donc, on sait très bien que ça s'arrête pas par la séparation, tu non, vois. Donc, et du coup, je vais conclure là, sur ce volet-là en disant que, en parlant de ton cas de figure, parce que moi, je comprends bien le schéma. Cette personne qui est en train d'exercer ce contrôle coercitif dans le but de nuire, de réduire, d'assujettir, de dominer, vraiment de détruire la vie oui, de sa conjointe, cette personne, en fait, elle, dans son esprit, il n'y a que deux issues. OK? Soit la personne se tue, donc elle est poussée au suicide, soit à un moment donné, dans un acte de violence ultime, elle va tuer la personne. Donc de toute façon, on a bien compris que les deux issues, c'est juste qui va porter le coup, mais c'est toujours, il va y avoir une mort en fait. Et lorsque la victime trouve une voie de sortie, donc crée une solution que le mari n'a pas prévue, parce que dans son esprit, il n'est pas question que la personne s'échappe. Là, ça peut ouais, être aussi très violent. Et comme on le disait tout à l'heure, à ce moment-là, la ouais, personne va continuer de harceler, elle peut s'en prendre aux enfants, utiliser les enfants et finalement tuer la femme. Et dans ton cas de figure, ça a été, c'est-à-dire que là, ça a été un cas de figure certainement beaucoup plus rare, mais qui existe aussi. C'est monsieur qui s'est ôté la vie, en fait. ouais. Est-ce que tu veux juste, voilà, comment tu l'as vécu, comment, voilà, juste vite fait, comment tu l'as vécu Oui, toi? OK. Ben, en fait, moi, un an avant que je le quitte pour de bon, monsieur a fait une première tentative de suicide. Donc, à Mhm. ce moment-là, c'est créé en moi une peur constante parce que il a posé un geste de façon très violente, là. Il s'est lui-même, excusez tout le monde de vous dire ça comme ça, mais il s'est tranché la gorge lui-même. Donc, il s'est ramassé en psychiatrie. Et à partir de ce moment-là, ben moi, je me suis dit, oh my God, Oh my il God! est beaucoup plus dangereux que je le pouvais imaginer. Et dans cette année-là qui s'est passée, en fait, ma peur, c'était qu'il me tue et qu'il se tue, comme on voit toujours Mhm. régulièrement dans les féminicides. Mais finalement, en fait, quand je l'ai quitté pour de bon, en 2012, moi, c'est entamé un grand chemin de guérison. Donc, pendant 2 ans de temps, j'ai eu une psychothérapie. Je suis allée dans des cercles de parole, dans les maisons d'hébergement. Je suis allée aussi en individuel. J'ai pris tout ce qu'on pouvait m'offrir, une médiation culturelle qui a fait en sorte que je suis devenue Mhm. artiste peintre. Et durant ces 2 ans-là, j'ai envie de dire la vie est bien faite dans le sens que durant ces 2 années-là, moi, j'ai focusé sur moi, sur mes guérisons. Je voulais aller mieux. Donc, et ma peur, c'était toujours que je nommais à ma psy, non, mais tu comprends pas, je le sais qu'il va s'enlever la vie. Puis, au fil du temps de cette psychothérapie-là, j'ai réalisé que, ben, si un jour il fait ce geste-là, ben, ce geste-là lui appartient. Mhm. Donc, il s'est enlevé la vie 2 ans après que je l'ai quitté. Et moi, la vie m'a donné la chance de guérir durant ces 2 années-là. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, ben, sur le coup, moi, mon fils m'appelle puis il me dit, Maman, papa, il a laissé une lettre, puis là, il me la lit, ben, c'est une lettre de suicide. Et ses clés sont là, le camion est là, son portefeuille est là, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, t'appelles la police. Mais bref,
à ce moment-là, ça a pris 5 jours avant qu'on retrouve malheureusement son corps. Ben, durant ces 5 jours-là, moi, je ne suis pas sortie de chez moi parce que je ne sais pas encore, là, il est-tu vivant, il est-tu pas vivant. Donc, j'ai peur pour ma sécurité. Et quand j'ai su qu'il était décédé, ben, j'ai pleuré. J'ai eu de la peine. C'est le père de mes enfants. Il m'a donné ce que j'ai de plus précieux ici. J'aurais Mhm. aimé qu'il réalise qu'il avait besoin d'aller chercher de l'aide, mais il l'a pas fait. Et moi, dans ma guérison durant 2 ans, ben, Mhm. j'étais prête à cueillir ce Cette issue. drame-là, Mhm. cette issue-là, en ne la portant pas sur mes épaules, C'est ça, ça lui en appartient, n'ayant pas ça ça l'appartenait, lui appartient. absolument, Et absolument. bref, bon, donc j'ai eu de la peine, oui, Mhm. je Mhm. suis pas insensible. Donc, puis mes enfants perdaient leur père. Mhm. Mhm. Malgré que mes enfants étaient rendus adultes, mais quand même, C'est je quand veux même dire, leur nos père, parents, absolument, voilà, absolument, ça exactement, change rien. Mhm. exactement. Donc, Mhm. voilà, Merci, non mais c'est incroyable ce que tu dis. Alors, moi ce que je retiens, parce que c'est tellement, j'ai pas les mots, c'est qu'en fait, aussi bien ce chemin de guérison que tu as choisi t'appartient, c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Et le chemin de ne pas chercher des guérisons, de chemin de guérison, c'est aussi le sien. Et je pense que c'est mm, important de l'entendre et de le dire parce que justement, pour que les responsabilités puissent être clairement, comment dirais-je, attribuées, qu'il n'y ait pas de confusion de responsabilité. La personne qui mm, pose l'acte, c'est sa responsabilité. Elle a choisi de ne pas guérir, elle a choisi cette issue. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, moi, ça résonne en ouais, moi et je pense que c'est important. Et toi, en fait, quand tu as dit que tu t'es choisi, tu t'es vraiment choisi à tel point que dès l'instant que tu as eu cette liberté que tu n'avais pas eu pendant 25 ans, la première chose que tu as faite, c'est d'entamer un processus de guérison à tel point que finalement, lorsque l'issue qu'il a choisie a été portée à ta connaissance, humainement, tu as réagi, mais au point de vue de tes émotions, au point de vue de tout, voilà, ton intelligence émotionnelle t'a permis simplement de remettre les responsabilités à leur ouais, juste place. C'était son choix. C'est dommage pour lui, mais voilà, ça veut dire que vraiment tu t'es dissocié de lui. Tu t'es vraiment choisi, ouais, tu t'es vraiment priorisé. Je pense que ça, c'est exact. la preuve ultime, en fait. OK? Donc, et tu es encore là pour dire que c'est possible. Tout ce processus-là, 25 ans, c'est énorme, c'est possible. Alors, du coup, ça va être un peu plus long que d'habitude, mais on va pas conclure sur cela. Je veux qu'on conclue sur aujourd'hui. Parce que justement, tu as eu ce chemin de guérison. Aujourd'hui, parle-nous de toi aujourd'hui. Donc, tu as fait tout ce chemin. Qui es-tu? Comment tu vis les choses? À quel point aujourd'hui tu contribues dans ta sphère et autant que faire se peut. Je veux qu'on entende cela aujourd'hui. Ben, d'abord et avant tout, moi, j'aime toujours terminer sur une note positive. Puis, les gens me demandent tout le temps, Nathalie, est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tu crois encore à l'amour? Est-ce que tu as peur des hommes, etc. Donc, moi, j'aime dire que, ben, je vais toujours croire en l'amour parce que, selon moi, on est ici pour aimer et être aimé, mais plus jamais à n'importe quel prix. Plus jamais à n'importe quel prix. Mhm. Donc, oui, croire à l'amour, je ne mettrai jamais tous les hommes dans le même bateau, comme on dit ici. Il y en a des bons hommes, mais de mon côté, euh, ce que j'ai envie de dire, dans le fond, c'est que de ne pas aimer et être aimé, ça serait de continuer de donner du pouvoir à cette personne-là. Donc, Mhm. Mhm. je crois Mhm. encore à l'amour. Je suis célibataire en ce moment depuis 4 ans, mais je suis en très bon terme. J'ai eu un chum pendant 6 ans. C'est une bonne personne. Mais bref, je crois encore en l'amour, puis je Mhm. crois encore Merveilleux. j'ai la foi qu'il y a des hommes bons, puis j'y crois. Donc, ceci dit, j'ai un programme, euh, un accompagnement que je vais offrir très, très, très bientôt qui s'appelle De l'emprise à la liberté, ton chemin vers ta nouvelle vie. Dans cette formation-là, en fait, j'apporte plein d'outils. Comme tu vois, là, on déborde hein, dans l'heure. Ben, 25 ans, il y en a des trucs à raconter. Bref, c'est plusieurs modules dans lesquels je m'ouvre en toute transparence et en même temps,
j'offre des outils, j'offre des méditations, j'offre des mantras. Exemple, moi, je dis tout le temps, euh, ça vient de Ho'oponopono. Je Mhm, m'aime, mais je l'ai mis à ma sauce. Je m'aime, je suis désolée, je me pardonne, je suis en harmonie. Merci, mhm, merci, merci la vie. Donc, j'apporte des outils dans le concret. Qu'est-ce que moi j'ai mis en branle? Qu'est-ce qui m'a été aidant? Bon, ben oui, l'art m'a été aidant. Bref, c'est un accompagnement. Est-ce que c'est plutôt une complémentarité aussi au service que les organismes peuvent offrir? J'ai pas la prétention de connaître la vérité ultime. J'ai pas la mhm, prétention d'être psychologue ou autre. Mais je pense que j'ai un cheminement qui peut inspirer puis apporter un message d'espoir et de résilience. mhm, Donc, à travers ce programme-là, il y a également des rencontres que je vais faire avec les femmes individuelles, si elles ont des questions, tout ça avec transparence. Des rencontres, des cercles de parole où on peut discuter entre nous, puis en tant que sororité et mhm. s'aider, en fait. Euh, donc, voilà, je suis très, très, très fière de ce programme-là qui va être très, très bientôt pour vous, mesdames. Magnifique, magnifique. Vraiment, c'est ça, en fait. Tu as transformé. Tu as transformé, j'ai envie de dire, la poussière en or pour être Hmm, aujourd'hui celle qui est une ressource pour d'autres femmes. Tu es là pour faire le relais et que ton histoire puisse inspirer, que ton histoire aussi puisse révolutionner la pensée et aider certaines femmes à se dire que c'est possible. C'est possible à tel point que voilà, aujourd'hui, tu tends la main. Donc, j'aime beaucoup le nom de ton programme qui arrive bientôt, de l'emprise à la liberté, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit, ton chemin vers ta ouais, nouvelle vie. Donc, vraiment, merci pour ta générosité, bravo pour ta nouvelle vie qui, encore une fois, tu l'as dit, hein, si tu t'es fermé à l'amour, ça aurait été donner du pouvoir à cette personne qui, justement, voilà, exact. et en fait, la preuve que non seulement tu continues d'aimer et de croire en l'amour, tu rejettes pas les hommes et en plus tu donnes la main, tu tends la main à d'autres femmes, c'est vraiment la preuve que tu es libre. Tu es libre et tu es... euh, j'aime beaucoup utiliser une histoire. Ça, c'est mon passé religieux. Voilà, je suis plus dans la religion, mais j'aime beaucoup cette histoire de. Je crois que c'est Daniel qui était dans la fournaise ardente. Et l'histoire raconte que les anges l'ont délivré, mais quand il est sorti de cette fournaise, non seulement il n'était pas brûlé, mais ses vêtements ne sentaient pas la fumée. J'ai gardé cette image-là pour dire que des fois, on passe des choses terribles, on traverse des choses terribles, mais lorsqu'on sait garder notre âme pure, on sait garder les merveillements de la vie, on continue de croire en l'amour, même nos vêtements n'ont aucune odeur de fumée. On peut pas imaginer, parce que c'est ça, quand tu Hmm, traverses le feu, même si tu t'en sors, tes vêtements sentent la fumée, tu vois. Et tu es vraiment cette incarnation-là. Non seulement tes vêtements ne sentent pas la fumée, mais tes vêtements rayonnent pour attirer d'autres femmes, pour leur tendre la main, pour les aider. Donc vraiment, merci, merci pour ce temps qu'on a passé. On a un peu débordé, mais c'était tellement important. Tu as tellement de choses à apporter au monde. Comme je le disais, moi, en tout cas, au niveau du réseau Femmes Inspirantes et tout ce qu'on fait, si je peux t'aider, si je peux te soutenir, ce sera avec tellement de plaisir parce que tu es dans une œuvre d'utilité publique, ok? Et c'est une œuvre de sororité. Donc vraiment, merci. On va passer au mot de la fin. Je rappelle que pour les personnes qui sont intéressées par ton accompagnement, il suffit qu'elles te contactent en privé, c'est bien ça? oui, Elle te contacte en privé, comme ça vous oui, allez pouvoir échanger, et puis voilà, pour passer de l'emprise à la liberté. Et c'est important de le dire parce qu'on est sur LinkedIn, il y a des personnes, bien évidemment, parce que c'est ça le principe des réseaux sociaux, qui ont un masque. On fonctionne avec beaucoup de masques, des masques sociétaux, et donc tu as des posts où tu ris, où tu souris, où tu parles de plein de choses, mais quand tu as éteint ton ordinateur ou ton téléphone, ta réalité, c'est de l'emprise. Et donc, hmm, c'est peut-être pour toi qui nous entends là, pour te dire que voilà, aujourd'hui, Nathalie euh, te propose d'intégrer un programme pour t'accompagner pas à pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers la liberté qui est tienne et que tu mérites tellement. Et donc, vraiment, prenez contact avec elle en message privé. Je vais te laisser pour le mot de la fin. merci, merci pour cette belle opportunité. Merci de me donner cette voix-là. Euh, j'ai envie de dire que moi, j'ai une grande ambition. Mon rêve, c'est de traverser les frontières,
que ce soit partout en francophonie, de pouvoir aller porter mon message, pas juste ici au Québec et au Canada, mais ailleurs, Mhm. parce que c'est un message universel pour tous. Malheureusement, cette problématique-là, elle est sociétale et elle est internationale aussi. Donc, et puis, je suis également à l'écriture de mon livre. Donc, ben voilà, je, je, j'en perds mes mots. En fait, je Mhm. suis super heureuse d'avoir eu cette opportunité-là de te rencontrer, Muriel, et de pouvoir, j'espère, porter mon message d'espoir puis d'inspirer les femmes. Et Mhm. si jamais vous Mhm. avez d'autres questions, gênez-vous pas. Moi, je suis beaucoup sur Facebook, LinkedIn aussi, et j'ai mon site internet natalietrottier.com dans lequel vous pouvez aller lire plein de trucs, Mhm. aller Mhm. voir côté médias d'autres entrevues que j'ai données. Donc, ben, n'hésitez pas, je suis là pour vous, puis ça va me faire plaisir grandement Absolument. de, de répondre à vos questions ou Mhm. de vous aiguiller du moins. Absolument. Mesdames, connectez-vous à Nathalie. Connectez-vous à Nathalie. Donnez-lui de la force. Donnez-lui de la force. Le monde a besoin de femmes comme ça, des femmes qui ont traversé des enfers particuliers, parce qu'il y a toutes sortes de formes d'enfer. Moi, je suis convaincue que l'enfer et le paradis, c'est sur terre. Donc, Mhm. des fois, on commence par traverser un enfer pour bâtir, pour manifester le paradis. Et le monde a besoin de connaître l'histoire de ces femmes qui ont traversé l'enfer pour faire émerger, pour bâtir, manifester leur paradis et un paradis ouvert aux autres. Connectez-vous à elle. Vraiment. Moi aussi, mon mot, ça va être merci pour ta générosité, merci pour ton authenticité, merci pour ta sincérité. Je ne m'attendais pas à autant. Je suis impressionnée, je suis encore une fois admirative. Et je ne vais pas pouvoir tout lire parce que les choses arrivent un petit peu en décalé, mais j'ai deux commentaires qui sont là. Donc, tu vas aussi pouvoir échanger avec toutes ces femmes hein, qui sont... En fait, je lis, mais c'est à toi qu'elles parlent. Hein. Moi, je ne suis que l'intermédiaire. Il y a Vania qui dit bravo Nathalie pour ton courage et ta résilience. Merci à vous deux pour ces partages et l'importance de ce sujet. Et j'ai Beverly qui dit merci beaucoup Nathalie pour ce partage et ton courage aussi. Merci Muriel pour ce sujet si important. C'est pas moi, c'est vraiment Nathalie et qui pourrait apporter la lumière à celles qui en ont besoin ou qui hésitent encore. Relayez, relayez, relayez. De toute façon, je vais lire au fur et à mesure. Merci à toutes. Merci à toutes d'être là. Merci à toi. J'ai pas d'autres mots, c'est comme toi. C'est comme voilà, merci à la vie, l'Ho'oponopono, merci à la vie de nous avoir connectés. Tu m'ouvres les yeux c'est encore plus important cette sororité, ce que tu es en train de faire. Et donc, tu as tout notre soutien. On va devoir se séparer parce que c'est comme ça, mais je sais que beaucoup de choses sont gravées en nous. Tu as élevé nos consciences et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Ben, merci beaucoup. Puis je vais terminer sur une phrase qui me fait beaucoup de résonance avec moi, de Jean-Paul Sartre, qui dit, l'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu Mhm. fais toi-même de ce qu'on a fait de toi. Absolument. Tu en es la preuve. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ce que tu fais toi-même de ce qu'on a fait de toi. Bravo. J'ai pas d'autres mots. Bravo et merci de nous inspirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À bientôt, tout le monde. Ciao, À ciao. bientôt. Merci, Bye Nathalie. bye.